Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité politique congolaise. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Manik Siyenda, acteur politique, ministre de la parole. Il a la parole tout à l'heure. Maître, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. 3 questions feront l'objet de notre émission. Changement de la Constitution. Où sont les alliés de Félix Tshisekedi? Et puis, la résistance observée entre la SEMCO et C64. À quoi peut aboutir leur démarche? Maître, la première question, il faudrait qu'on revienne un peu sur la nature juridique d'abord de la SEMCO. Et puis, nous allons analyser sa position. Et il y a aussi, j'ajoute, la division où les prélats ne sont pas toujours d'accord avec, quelques prélats ne sont pas d'accord avec la position prise par la SEMCO. Nous allons analyser également cette démarche. Allez-y. Bon, en ce qui concerne votre première question en rapport avec la nature juridique de la SEMCO, la SEMCO, c'est une association sans but lucratif qui dépend du droit congolais, qui l'a octroyé même l'agrément d'activité comme ASBEL, qui peut opérer dans le champ juridique congolais. La SEMCO est une ASBEL. Ok. Est une ASBEL, est une association sans but lucratif, agréée par le droit congolais. Et voilà, donc comme une ASBEL, l'association sans but lucratif, qui est la SEMCO, elle a ce droit, elle a aussi de devoir à observer conformément à la loi qui régit les ASBEL et les ONG. Mais seulement au-delà de ce statut d'ASBEL, la SEMCO, c'est aussi une structure ou une institution ecclésiastique du droit pontifical, c'est-à-dire qui dépend du droit de l'État du Vatican. Mais comme ASBEL, la SEMCO dépend de l'autorité congolaise établie et qui doit fonctionner conformément aux lois de la République, notamment la loi qui régit les ONG et les ASBEL. Vous avez demandé qu'on puisse révisiter l'accord entre l'Église catholique et le gouvernement congolais. Vous vous basez sur quelle disposition? D'abord, il ne faudrait pas confondre l'Église catholique comme une représentation de l'État du Vatican, et la SEMCO, c'est vrai, une institution ecclésiastique dépendant du droit pontifical, c'est-à-dire de l'État du Vatican, mais comme ASBEL, l'association sans but lucratif qu'on appelle la SEMCO, n'est pas à confondre avec l'Église catholique. Très bien. Alors, l'Église catholique, ça c'est le premier volet de ma réflexion, l'Église catholique n'est pas comparable à l'Église au format classique, comme toutes autres églises, régie par la loi qui organise les ONG et les ASBEL. Parce que les églises, notamment les églises des réveils, l'ACK, Ministère Amen, l'église Cité Bethel, etc., toutes ces églises sont régies par la loi qui organise les ONG et les ASBEL. Parce que la seule forme juridique qui revêt ces églises, c'est soit vous êtes ASBEL ou soit vous êtes une ONG. Malheureusement, l'Église catholique n'a pas les statuts d'une ONG, moins encore d'une ASBEL. L'Église catholique est une représentation de l'État du Vatican au Congo. Et l'État du Vatican est lié à la RDC sur base d'un accord ou un traité bilatéral qui a été conclu depuis le 26 mai 1906 entre la RDC et l'État du Vatican. Et les deux parties se reconnaissent mutuellement comme des États souverains et opèrent dans une collaboration étroite. Et donc, l'Église catholique, comme la représentation de l'État du Vatican, elle a le même statut que les ambassades accréditées au Congo. Donc les représentations de l'Église catholique, notamment les paroisses, les curés, etc., sont comme des ambassades. Donc vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un dans une paroisse catholique parce que ces paroisses-là sont comme des ambassades accréditées au Congo.
Parce que l'Église, je l'ai dit, est une représentation de l'État des Vatican. Et les prêtres bénéficient des immunités ecclésiastiques au même titre que les immunités diplomatiques. On ne peut pas arrêter le prêtre n'importe comment. On ne peut pas arrêter le prêtre dans la paroisse ou dans un curé. Et ainsi de suite. Et cet accord, ce traité international ou bilatéral entre la RDC et l'État des Vatican, le traité du 26 mai 1906, a été modifié en 2016 et en 2022. Mais seulement la modification n'a pas été effectuée dans le sens de restreindre le champ d'application de l'Église catholique qui opère au Congo, mais plutôt de renforcer la collaboration mutuelle et la reconnaissance de souveraineté entre l'État des Vatican et l'État congolais, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'Église catholique opère avec une certaine souveraineté. Voilà pourquoi, à chaque fois que les prélats de l'Église catholique prennent la parole au sujet d'ordre politique, notamment le débat autour des élections, le débat autour du calendrier électoral, les débats autour du fichier électoral, et même lorsque l'Église catholique prenne une position politique donnée contre le pouvoir en place, en réalité, cela frise un principe aussi important dans les cadres des relations diplomatiques entre les États. Les principes de la non-ingérence aux affaires internes. Parce que les prélats qui prennent parole, qui prennent position, ils ne prennent pas position comme des individus ou comme des citoyens congolais. Ils prennent des positions comme des représentants de l'État des Vatican au Congo. Alors lorsqu'ils prennent position contre l'État congolais dans une situation qui relève du domaine interne d'un État, alors ils frisent le principe de la non-ingérence aux affaires internes. Qui est un principe important dans le cadre des relations bilatérales entre les États. C'est-à-dire, l'Église, en réalité, les prélats de l'Église, en réalité, ils n'ont pas qualité de s'ingérer aux affaires internes. La question du changement de la Constitution, c'est une affaire interne. Les débats démocratiques autour des élections, la tenue des élections, et même l'organisation d'un référendum, c'est des débats internes. Or, les prélats agissent au nom et pour le compte de l'État des Vatican, qui est un autre État souverain et indépendant. Toutes les décisions ou positions prises engagent directement ou indirectement l'Église ou l'État du Vatican. Bon, je peux dire à cette question oui et en même temps non. Parce qu'il y a une ambivalence autour du statut de la SENCO. Je l'ai dit au prologue de mon intervention. La SENCO comme institution ecclésiastique dépendant du droit pontifical et en même temps la SENCO comme ASBEL dépendant du droit congolais, de l'autorité congolaise qui lui a accordé l'agrément d'activité. Parce que l'État congolais, comme autorité de tutelle sur toutes les ASBEL qui opèrent sur le territoire congolais, l'État congolais a le pouvoir de retirer l'agrément à une ASBEL qui avait bénéficié de l'agrément d'opérationnalité sur le territoire congolais. Cela ne peut pas fragiliser la relation entre le gouvernement congolais et le Vatican? Non, pas du tout. Parce que l'exclusivité de la souveraineté congolaise n'est pas à discuter avec qui que ce soit. C'est en cela que moi, je voudrais demander aux politiques congolais, au lieu de se lancer à un jeu d'invectives, des attaques et des insultes mutuelles entre l'Église et les politiciens congolais, il faudrait plutôt revenir sur la case de départ, regarder s'il y a la possibilité de revoir l'accord qui a lié le Congo. À cette époque, c'était encore l'État indépendant du Congo avec le roi des Belges, le roi Léopold II, qui avait signé du côté de l'État indépendant du Congo. Et du côté de l'État des Vatican, il y avait Monseigneur Vico qui avait signé pour le compte de l'État des Vatican. Alors, il y a la possibilité de revoir ces traités-là afin de maintenir l'exclusivité de la souveraineté congolaise sur les questions d'ordre national. Et là, l'Église catholique pourra revêtir son statut d'une église légalement agréée au Congo et dépendant des autorités congolaises, comme c'est le cas avec les autres églises, l'église des Réveils, Cité Bethel, ACK, Amen, ministère Amen du pasteur Mutombo, l'église de M. Eji Bayama Mampia, et ainsi de suite.
Donc c'est une question des cadres mais les gens juridiques qui régit l'État congolais avec l'État des Vatican, qui du reste sont des États souverains et indépendants du point de vue international. Vous verrez les ONG venir avec des déclarations du genre la démocratie, nous sommes dans un pays démocratique, la dictature, la liberté d'expression. Si ces bras de fer allaient faire mal ou déranger l'ordre établi. Non, mais vous savez, moi j'ai toujours dit, la démocratie n'accorde pas de libertinage aux citoyens, même aux opérateurs économiques, tout comme politiques. La démocratie n'a de sens que lorsqu'il y a un ordre public établi. Et la limite auquel on ne peut pas franchir le cap de la démocratie, c'est la loi. Okay. C'est la constitution d'un pays. C'est les cadres juridiques établis dans un État. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans respect des règles. Ça veut dire aujourd'hui, si on veut parler de la démocratie, il faut aussi avoir la capacité de respecter les institutions établies, le respect de biens publics de l'État, le respect autour de la sacralité des lois et la constitution établie. C'est aussi ça la démocratie. Le respect des droits et libertés fondamentaux de citoyens, le respect des principes démocratiques. On accuse également les régimes lorsque les régimes ou bien l'IDPS était dans l'opposition, l'Église catholique n'avait pas rien dit mal à cette époque. Mais pourquoi seulement aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, Félix Tshisekedi au pouvoir, l'Église catholique, toutes les positions visent toujours à déstabiliser le pouvoir en place? On ne comprend plus rien. Non, mais moi, la seule question que je me pose est celle de savoir, est-ce que l'Église catholique, dans d'autres cieux, agit de la même manière que l'Église catholique au Congo? Les accords ne sont justement, pas les mêmes. Justement. C'est comme ça que je vous ai dit, le nœud du problème, la seule chose qui donne aux prélats de l'Église catholique un peu plus le pouvoir d'agir, c'est les cadres juridiques qui régissent la République démocratique du Congo et l'État des Vatican. Aussi longtemps que ce texte juridique ne sera pas modifié, aussi longtemps que le cadre d'expression pour l'Église ne sera pas restreint pour maintenir effectivement l'exclusivité de la souveraineté de l'État congolais, alors l'Église aura toujours un mot à dire sur les politiques qui gèrent la res publique. Mais la question, maître Manix, même si je qualifie cette manière de faire comme atteinte au principe de la non-ingérence aux affaires. Très bien. Est-ce que le problème, c'est les textes qui régissent les deux pays ou c'est les hommes, les animateurs de cette structure SEMCO? Non, ce n'est même pas un problème des animateurs. Il faudrait juste que les prélats de l'Église catholique essayent de mesurer la limite de leur champ d'application. Ah, ok. Quel est le rayon d'action de l'Église? Quels sont les domaines d'intervention de l'Église dans une société? Okay. Est-ce l'Église peut s'immiscer aux affaires hautement politiques d'un État? Est-ce l'Église peut s'immiscer aux affaires qui touchent à la question de la sûreté d'un État? Est-ce l'Église peut se substituer aux autorités d'un État établi? C'est aussi ça les questions fondamentales. Si c'est pour l'intérêt général, la paix, par exemple, ils ont fait quelques tournées ici. Non, mais on ne peut pas, on ne peut pas, région à l'interne, pour apporter que la paix, maître Manix. Non, on ne peut pas vouloir la paix en faisant un bras de fer avec l'État. Ah, il y a un bras de fer. Non, mais je comprends qu'il y a une sorte de bras de fer, une sorte de forcing. Parce que l'Église refuse, donne sa position après consultation. Non, mais attention. Dire non au changement dérange les régimes apparemment. Non, attention, l'Église ne donne pas que son positionnement ou son avis. Okay. L'Église impose son veto. L'Église impose son schéma. L'Église essaye de dire aux politiques ce qu'ils doivent faire. L'Église prend le luxe de se substituer à un organe étatique pour dire à ceux-là qui gèrent la Res Publica ce qu'ils doivent faire.
Maître, C'est ça, dépasser les lorsque limites. l'Église dit, par exemple, il n'y a ni urgence ni opportunité. Mais qui d'engager doit pour éviter peut-être les chaos. S'il vous plaît, cher ami, Allez-y. mais qui doit juger de l'opportunité de la réforme constitutionnelle? C'est l'Église ou c'est les autorités de l'État? Même dans la Constitution dont on donne l'impression de préserver un bon père de famille à bout de champ. Lorsque la Constitution cite les organes qui constituent le pouvoir constituant dérivé pour modifier la Constitution, vous avez entendu quelque part où on parle des prélats de l'Église catholique? Non. Ok. Mais la société civile, là, dans l'ensemble. Non, mais même la société civile, on n'en parle même pas de la société civile. Je suis dans la Constitution. Très bien. On parle du président de la République. On parle de membres du gouvernement après délibération au Conseil de ministres. Très bien. On parle de chaque chambre parlementaire. On parle de la signature de 100 000 Congolais. On ne parle pas de l'Église catholique. On ne parle pas de Senko. On ne parle pas de prélats. C'est ça une république. Une république, c'est une république dans laquelle les gens doivent observer les respects absolus des textes. Les respects, c'est-à-dire ces termes, maître. N'est pas donner sa position, n'est pas conseiller au gouvernement de ne pas prendre des chemins ou des pratiques qui risqueraient. J'ai dit, de si on créer des reste crises, rester dans l'optique de la proposition, cela n'est pas mauvais. Ah, très bien. Mais imposer à l'État ce que l'État doit faire, alors ça, c'est dépasser les limites. Et nous conseillons à l'Église de ne pas dépasser les limites. En réalité, la mission principale de l'Église, c'est celle de gagner les âmes, de propager la bonne évangile de Jésus-Christ, d'évangéliser le monde, de faire de toute la nation les disciples de Christ. C'est ça, la mission de l'Église. Alors, en tant qu'acteur politique, à quoi peut aboutir la démarche de l'Église catholique? Parce que déjà, au sein de cette même Église, les prélats ne sont pas tout à fait d'accord avec la position prise aujourd'hui par cette branche de la SEMCO. Ben, écoutez, si c'est bien qu'une pression de l'Église, eh ben, cette pression prendra la forme d'un bruit de la cymbale qui va se terminer certainement par un silence absolu. Qui va se terminer par le silence absolu. Parce que la question même du dialogue ne relève pas de la compétence de l'Église catholique. C'est lui qui dira le dernier mot pour la convocation d'un dialogue national. C'est le président de la République. Okay. C'est lui qui doit déterminer le format, le terme des références, le cadre par excellence. Nous devons discuter en tant que peuple dans notre traditionnalisme politique datant. C'est plutôt à palabre où nous avions eu cette culture politique de régler nos conflits autour d'une table, autour d'un dialogue. Nous allons nous retrouver autour d'un dialogue, mais sur convocation du président de la République dans sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions et même des symboles de l'unité nationale. Ce n'est pas au prélat. Les prélats peuvent être convoqués peut-être comme des médiateurs. Okay. Ils joueront leur rôle de médiateurs, mais cela ne peut pas se faire sans le veto politique du président Tshisekedi. C'est si ça. Respecter les limites c'est de pas tout un chacun. pour la transparence que l'opposition a toujours invité l'Église catholique dans cette démarche liée au dialogue. Mais la transparence, c'est aussi quand l'Église catholique essaye d'écouter la voix du pouvoir. L'Église Vous pensez ne que peut pas l'Église avoir catholique une seule oreille. n'est pas du côté du pouvoir? Non, ce n'est pas à moi de penser. Nous voyons ce qui s'est fait sur terrain. Je vous donne le cas de l'agression rwandaise contre le Congo. Vous avez suivi à plus d'une reprise le propos, la position de M. Chollet, de M. Ambongo. Combien de fois ils ont condamné le Rwanda? Mais c'est Non, pas... s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Combien de fois ils ont reconnu la responsabilité des massacres, des carnages, la responsabilité criminelle du Rwanda à l'égard de la RDC. Ils disent que leur position ne changera rien sur terrain. Mais à quoi? Mais malheureusement, vous les imposez si leur position ne changera rien sur terrain, maintenant, leur position pourra faire quelque chose lorsqu'ils émettent un point de vue sur le changement de la Constitution. Oui, ils seront dans la rue. Peut-être ils se prononceront bientôt.
Très bien, maître Manixa. On prend la deuxième question, c'est les alliés de Félix Tshisekedi. Apparemment, il est seul au front dans cette démarche liée à la réflexion sur le changement. Quelles sont vos observations? Ben, moi, je suis d'avis à ceux qui pensent que le président Tshisekedi est seul. Il est seul. Peut-être ils attendent le mot d'ordre. Enfin, le président a déjà donné le mot d'ordre. Le go du président a été déjà lancé depuis la conférence, le point de presse, devant le média congolais. Mais, sur terrain, certains sont taiseux. Les éléments de langage, peut-être les moyens également d'engager. On ne peut pas demander à un pouvoir qui gère l'État le moyen, il y en a. Le moyen, il y en a. Mais c'est un problème des crises de leadership qui s'installent. C'est un problème des manques de confiance au sein de l'Union sacrée de la nation. Pendant que l'opposition projette des activités de grandes envergures, des activités qui fragilisent l'appareil étatique, des activités qui mettent le pouvoir en difficulté du point de vue de confiance nationale, la crédibilité du pouvoir à l'égard du peuple. Les activités de l'opposition tachent la robe blanche du pouvoir. Mais pendant que l'opposition s'apprête, et voilà, certains ténors de l'Union sacrée nous offrent les spectacles de mauvais goût. Cette battle entre Mbosso et Mbata, c'est un passe-temps. C'est une distraction. Non, En quoi ça peut profiter au président de la République du moment où nous avons besoin de l'unité autour du président pour faire face aux détracteurs du président? C'est en cela que je vous dis que le président est seul. Peut-être Mais dis-moi, s'il vous plaît, en quoi le président Tshisekedi a bénéficié du conflit au sein de l'UDPS entre Kabouya et Bizibou? En quoi ça a profité au pouvoir de l'UDPS ou encore au pouvoir du président Tshisekedi? Au contraire, vous pensez que ça a fragilisé... Mais davantage, ça nous a fragilisés inutilement. Et voilà, on assiste au même spectacle au niveau de l'Union sacrée de la nation. Ouais. Et puis autre chose. Vous allez observer les attitudes de ceux-là qui sont avec le président. Je vous ai dit, certains sont taiseux. Oui. Ils ne se prononcent pas. Je vous prends l'exemple de certains ministres dans le gouvernement. Allez-y. Dites-moi, quel est l'apport politique des Grâces Coutinho pendant cette phase de bataille politique entre le président Tshisekedi et ses opposants? Quel est l'apport? Peut-être on a demandé aux membres du gouvernement de ne pas se prononcer de manière officielle. Et Guy Luando n'est pas un membre du gouvernement? Ok, c'est toute la question. Guy Luando qui prend à branle-les-corps l'initiative du changement de la Constitution. Il mobilise déjà les gens. Patrick Mouyaya n'est pas un membre du gouvernement. Patrick Mouyaya également, oui. Sur la question de l'agression rwandaise, vous avez vu les initiatives de Patrick Mouyaya. Bendele Koyate, le poison rwandais, nous devons émettre un antidote congolais pour faire face à ces poisons rwandais. Mais qui le fait? C'est un membre du gouvernement. Maintenant, quel est l'apport de Grâce Coutinho? Non, mais entre nous, soit dit, quel est l'apport de Grâce Coutinho? Quel est l'apport de Daniel Bumba pendant... Mais écoutez, quel est l'apport de Bumba dans cette bataille politique? Quel est l'apport de Grâce Bilolo? C'est ça le problème. On a confié de postes de responsabilité à des gens qui sont passifs. À chaque fois que le président fait l'objet d'une attaque. Ah oui, c'est aussi ça. Bah écoutez. Des gens qui ne sont même pas en mesure de mobiliser les autres autour des intérêts du président. Vous savez, la seule différence qui existe entre... non, permettez-moi quand même de mettre quand même cette incise, c'est quand même important. À l'époque de Joseph Kabila, tous ceux-là qui étaient autour de Joseph Kabila, ils mobilisaient les gens, ils accompagnaient les gens, au point même de
débaucher d'autres. Il mettait le moyen financier et logistique juste pour protéger l'image de Joseph Kabila. Quand vous passez à la télé, vous faites une bonne communication pour Joseph Kabila. Si pas Ramazani Chadari, ce serait Henri Movasakani qui va vous appeler. Si pas André Kimbuta, ce serait quelqu'un d'autre qui va vous appeler pour vous encourager dans cette démarche de préserver l'image positive du président. Mais malheureusement aujourd'hui, vous êtes une menace pour vous pouvez défendre Tshisekedi du matin jusqu'au soir, personne ne va vous contacter. Et le pire, c'est que même pendant que les autres attaquent le président Tshisekedi tout le jour. Et ceux qui sont payés pour les défendre ne les font pas. Pourquoi? Non mais c'est ça même la passivité. C'est ça même la chose qui dérange. Mais vous allez voir si Pero Louara attaque un ministre. Le ministre, il va contacter des journalistes, etc. Mais si Pero attaque Tshisekedi, là, les ministres n'agissent pas. Ça, c'est les affaires de Tshisekedi, ça ne me concerne pas. Je n'ai jamais vu une autorité de la place appeler les gens, mobiliser les jeunes autour du soutien du président de la République. Ça, je n'ai jamais vu. Mais quand il s'agit de ses propres intérêts, c'est en ce moment-là qu'il va appeler les gens pour préserver ses intérêts et non les intérêts du président. Présenter le bilan. C'est pas possible. C'est comme ça que moi je leur dis. Il faut être sincère envers le président. Il faut être clair avec le président en ce moment. En ce moment, nous n'avons pas besoin de doubles agents. Nous avons besoin de gens loyaux, de gens sincères et de gens qui s'affichent sans embâche. Pas de double discours, pas des discours mitigés, pas des gens taiseux, de gens passifs. Non, nous avons besoin de gens qui assument comme Augustin Kabouya. Vous pouvez dire autant de choses sur Kabouya, mais Kabouya est sincère envers le président. Kabouya est capable de prendre le risque pour le président. Kabouya dégage toutes ses énergies pour le président. Luando, à un moment donné, j'ai même vu des gens du pouvoir. Ils ont instrumentalisé certains jeunes, certains journalistes pour attaquer Guy Luando. Mais pendant que Guy Luando est prêt à donner sa vie pour le président Tshisekedi. Pendant que Guy Luando se bat pour Tshisekedi. Ces gens-là disent quoi? Ces gens-là font quoi? Guy Luando utilise même son argent de poche pour Tshisekedi. Guy Luando est fiché. Il est dans le radar de l'ennemi. Si les ennemis arrivent jusqu'aujourd'hui, ici à Kinshasa, Guy Luando, c'est parmi des têtes à raser. Il prend de risques pour le président Tshisekedi. Mais ils sont avec lui, on attend dans les reportages sous l'impulsion du chef de l'État. Je vous ai dit, il y a des gens qui ne sont pas sincères avec le président. Bref, pour répondre à votre question, le président est seul. Le président est seul. Et c'est quand même dommage et regrettable en même temps de voir des gens que le président a rendus. Certains sont des millionnaires. Le président les a tout donnés. Vous parlez seulement de l'Union, il y a des mandataires qui sont nommés, il y a des chefs d'entreprise. Je parle de tous ces gens-là. Franchement, des mandataires, des gouverneurs de province, des PCA, des ministres. Je parle de tout ce monde-là. Je parle de tout ce monde-là. Ils ne font rien pour le président. Rien. Du président du Sénat au président de l'Assemblée nationale, ils ne font rien pour le président de la République. Le président du Sénat également. J'ai bien dit, ils ne font rien pour le président de la République. Rien. Maître. Ben, écoutez. Vous savez, au Sénat, je voudrais quand même jeter un dévolu sur un homme. Monsieur Topin Kabongo, le questeur. Okay. On sent que le monsieur considère les affaires du président comme ses affaires. Lui, son corps, son esprit, son âme sont dans les affaires du président Tshisekedi. On sait le voir, nous ne sommes pas de petits-enfants. Oui. Lui, il s'implique. Peut-être qu'il a une histoire avec lui. Ah ben effectivement, parce que lui est conscient que ce qui va arriver à Tshisekedi, ça va arriver aussi à Topin Kabongo. Ce qui va arriver à Tshisekedi, ça sera la même conséquence pour Augustin Kabouya. Ça sera la même conséquence pour Didier Boudimbo. Ceux-là sont conscients. Mais les autres qui bénéficient des ordonnances du président, le président vous a tout donné.
Il vous a donné le poste. Il vous a donné de l'argent, le moyen. Bon, allez-y. Vous avez de la notoriété publique, vous avez de la sécurité, vous avez tous les avantages. Peut-être les autres sont frustrés. Mais après, qu'est-ce que vous faites? Frustré. Comment quelqu'un à qui on a fait déjà de lui un président de l'Assemblée nationale, il va être frustré de quoi? On prend l'exemple. Le président du Sénat sera frustré de quoi? Tout à l'heure, je vous ai cité la ministre Grace Coutuneau, ministre de la Jeunesse. Elle sera frustrée de quoi? Elle a le poste. Elle n'est pas les seuls. Écoutez. Vital Kamerhe, par exemple. Mais il sera frustré de quoi? Il était directeur de cabinet. Oui. Il était ministre de l'économie. Président de l'Assemblée nationale. Il sera frustré de quoi? Entre nous soit dit. Il sera frustré de quoi? Ah mais non. Est-ce que vous savez que nous autres, ce jeune-là, qu'on prend comme, voilà, nous on nous considère comme les déchets de la société, les déchets du pouvoir. Nous on ne représente absolument rien. Mais nous prenons de risques. Okay. Nous dérangeons le camp adverse. Il y a eu une période où j'ai vu toute une émission faite à Goma contre ma personne. Parce que d'après eux, j'avais présenté une image positive de l'ANR de mon pays. Ah oui. On s'est attaqué à moi. Il y a même des vidéos qui circulent. On nous dit pourquoi. D'ailleurs, quand j'ai annoncé que nous serons d'en face à l'opinion, on m'envoie des anciennes vidéos où vous étiez contre les changements de la Constitution. Non, c'était pas, en fait, les gens. Trop... Ouais, ouais. Il faut pas faire. On va peut-être terminer par là. Il faut pas faire des raccordements frauduleux, cher ami. Manix Ienda est le ministre de la parole. Ok. Et si je suis le ministre de la parole parce que j'assume la responsabilité de ma parole. Moi, je ne suis pas comme les autres flatteurs, de gens qui s'emportent au gré de vagues de chaque tendance politique. Je suis indépendant d'esprit et à chaque fois que je m'engage sur une question donnée dans la vie politique congolaise, je l'assume. Et si vous voulez, je réitère mes propos. Je l'ai dit, les péchés de notre pouvoir au sujet du changement de la Constitution se situent au niveau du timing. Très bien. On m'a parlé le temps. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire ce que j'ai dit. Allez-y. Le temps. Le fait d'initier cette réforme constitutionnelle à la fin du mandat prêterait des intentions. Okay. Les gens risquent de croire que le président veut rester au pouvoir le plus longtemps. Il veut briller un troisième mandat. Mais pourtant, le moment le plus propice, c'était le moment de la dislocation entre le FCC et Cash. Lorsqu'il y a eu scission de cette coalition de gouvernance, lorsque la majorité parlementaire a basculé au bénéfice du président Tshisekedi, c'était le moment où on devrait engager la réforme constitutionnelle. Et au premier mandat, aucun opposant, aucun Congolais ne pouvait prêter des intentions au président de la République parce que là, on n'était qu'au premier mandat. Ouais. Maintenant, le fait d'initier cette réforme à la fin du deuxième mandat, alors là, nous pouvons faire l'objet de toute critique et on va nous prêter des intentions. Voilà pourquoi j'avais utilisé l'exemple d'un locataire qui, après avoir épuisé sa garantie locative, un locataire à qui les bailleurs a déjà donné le préavis, avant de partir, le locataire commence à planter des fleurs, à mettre de la peinture. Quelle sera l'idée du bailleur? Il croira comme si vous voulez vendre sa parcelle. C'était ça l'image que je voudrais donner à cette réalité. Mais qu'à cela ne tienne, c'est au peuple de se décider au final. C'est au peuple d'agir comme les derniers juges. On pose tous quel peuple que vous invitez à vous départager. Je parle du peuple congolais. Je ne parle pas du peuple rwandais, cher ami. L'opposition parle aussi d'un peuple. Non mais vous savez, écoutez, au moins pour une première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, je parle de l'histoire politique de ce pays, c'est pour la première fois qu'on assiste à une opposition illégitime. Opposition illégitime. Une opposition sans peuple. Je vous donne des indicateurs. Allez-y. Tshisekedi totalise ses 8 ans de gestion à la tête de ce pays. Vous avez déjà vu les étudiants congolais marcher contre Tshisekedi? Non. Non. Ok. Vous avez déjà vu le mouvement citoyen, Lucha, Filimbi, etc. marcher contre le président Tshisekedi?
Vous avez déjà vu la structure de droits de l'homme s'ériger comme bloc pour s'opposer au président Tshisekedi? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients des bases de gouvernance posées par le président Tshisekedi. Qui est cet étudiant qui peut marcher contre Tshisekedi tout en sachant que Tshisekedi a construit et réhabilité les universités de ce pays? L'UPEN, Université de Kinshasa, INBTP Kinshasa, l'Université de Kananga, l'Université de Mbujimai. Qui est ce Congolais? Cet étudiant peut se donner le luxe de descendre dans la rue alors qu'il savait quel a été l'état des hommes de l'UNIKIN et quel est le homme de l'UNIKIN aujourd'hui. Les routes. Je prends juste les gens là qui vivent autour des Lengesa. Ils sont conscients. Ils savent quel a été l'état de cette route avant sa réhabilitation. Les gens là qui vivent à côté de Gulf, tout ce monde-là qui utilise le tronçon Gulf pour franchir Kitambo Magasin ou encore arriver au niveau de Ngouma pour aller en ville, ces gens-là ne sont pas de Congolais. Vous pensez que ces gens-là, bazoba? Bateau bazo bénéficier d'une rocade. Ouais. Vous pensez que Batona bazoba? Vous pensez vraiment que Batona bazoba? Tous ces Congolais qui bénéficient de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, qui a desservi pas mal de la population de Kinshasa, vous pensez que ces gens-là n'ont pas de conscience? Vous pensez que ces gens-là n'ont pas de jugement à faire? C'est-à-dire aujourd'hui, en réalité, le pouvoir devrait rester dans l'optique de travailler pour le peuple et de communiquer davantage. D'ailleurs, le seul instrument politique que le pouvoir peut utiliser pour déstabiliser l'opposition, c'est seulement la communication politique. L'opposition utilise la stratégie de mobilisation, la stratégie des terrains. Il crée des situations artificielles. Il provoque des dégâts. Il crée même des accidents et des morts artificielles. Ils font la politique des levures, la politique de make-up. Ils augmentent les enchères. Mais pour le pouvoir n'a que la communication pour rétablir la confiance du peuple. Pour convaincre le peuple. Pour désorienter le peuple du chemin de l'opposition politique. Le pouvoir n'a que la communication comme instrument de base pour défendre sa gestion. Mais malheureusement, le même pouvoir ne considère pas la communication comme un outil de contrepoids contre l'opposition politique. Et c'est ce qui est très malheureux. Maître Manix, vous étiez en train de parler déjà de l'opposition. C'est par là que nous allons terminer. Mais je vais vous lire cette dépêche qui me parvient de Forum des As. Je lis: pendant ces temps, la C64 défie le pouvoir en maintenant la marche sur le palais de la nation, maintenue selon les responsables de la plateforme relayée par Forum des As. Le choix du palais de la nation n'est pas anodin. La C64 affirme vouloir adresser un message direct au président de la République et le peuple qui t'avait envoyé à cet endroit ne veut plus de toi. Et ces messages-là ne peuvent pas être relayés par une vidéo enregistrée. Il faut aller au palais de la nation. Oui. Est-ce qu'ils sont capables d'assumer les conséquences? Il y a des conséquences. Mais dans votre texte que vous venez de lire tout à l'heure, on dit cette activité n'est pas anodine. Ouais. Ce n'est pas un fait anodin. Et si c'est par cette démarche que le coup d'État se réalise? Non, mais il s'agit du palais de la nation, mon cher ami. Maître Manix, on risque de mal interpréter vos propos. S'il vous plaît. Il faut faire très attention. Allez-y. Là, il s'agit du bureau de travail du président de la République. Les cabinets du président se trouvent dans ce cadre-là. Ouais. Ils disent, ils veulent venir vers le palais de la nation pour dresser leur message. Le peuple ne veut Et s'il y a des conséquences néfastes? Du genre? Non, mais je dis, et s'il y a des conséquences néfastes, qui va endosser la responsabilité? Qui va endosser la responsabilité?
Si un conseiller du président meurt, qui va endosser la responsabilité? Si les gens qui arrivent, ces opposants-là, vandalisent les bureaux de travail du président, qui va endosser la responsabilité? Ah oui. Non, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas blaguer, on ne peut pas jouer. C'est une démarche suicidaire. D'envahir. Cette initiative d'aller vers le palais de la nation, c'est un acte qui va précéder un coup d'État, allais-je dire. C'est une intention d'administrer un coup d'État contre le président Tshisekedi. Ah, c'est 164, on comprend. Tout Congolais a le pouvoir de renverser un régime. Ah donc, ça c'est un moyen pour renverser les régimes? Alors si c'est un moyen pour renverser le régime, mais il s'agit de quel régime? S'il s'agit d'un régime constitutionnellement consacré par la Constitution, alors il faudrait que l'autorité établie essaye de barrer la route. Parce que ce gens-là qui viendraient, ils viendraient non pas comme de militants de partis politiques, mais ils viendraient comme des gens en rébellion avec les autorités étatiques. En rébellion avec les règles de la République. Non, je voudrais quand même vous poser quelques petites questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils veulent saisir le président pour quelle fin? Ils disent pour que le président démissionne. Oui. Mais non, dites-moi. Dans quelle constitution de notre pays? Dans quelle loi de la République? Où on prévoit une telle procédure? C'est-à-dire un groupe des opposants qui arrive auprès du bureau du président de la République pour imposer au président sa démission. Deuxième question. Admettons que le président démissionne. Ok. Qui va le remplacer? Ils ont cité Samuel Condé. Ah, donc eux... Dans leur logique. Enfin, écoutez. Mais pendant que les autres estiment que c'est Martin Fayulu qui va le remplacer. Non, pas... C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Avant, ils avaient commencé avec la saisine, c'est-à-dire porter au président de la République une plainte auprès d'une institution dont ils n'ont pas précisé s'il s'agit de quelle instance judiciaire. Mais s'il s'agit de la Cour, parce que la Cour constitutionnelle, c'est celle qui est le juge pénal du président de la République pour des infractions commises dans le cadre de son exercice ou de sa fonction en tant que président de la République. Mais la procédure de saisine à la Cour constitutionnelle pour la déchéance du président de la République, cette procédure-là est déjà bien fixée par la Constitution. C'est du n'importe quoi. C'est des gens qui veulent faire du voyoutisme au nom d'une opposition politique. C'est des rebelles passifs. Des rebelles? Mais nous avons deux catégories de rebelles, cher ami. Nous avons des rebelles actifs et nous avons des rebelles passifs. Les rebelles actifs sont ceux-là qui tiennent les armes, qui tuent, qui pillent, qui occupent de manière illégale le territoire congolais à l'est du pays. Mais les rebelles passifs sont ceux qui sont en harmonie avec le rebelle actif. Ils jouent leur rôle en termes de contribution d'intelligence sécuritaire. Ils appuient avec les armes et même les finances. Certains même font les lobbies au bénéfice de l'AFC M23. Les rebelles passifs ne sont pas en mesure de condamner Kagame et le Rwanda. Des rebelles passifs. Et ce sont les rebelles passifs qui s'apprêtent à organiser une activité le 8 au Palais de la Nation, là où il y a le bureau et les cabinets du président de la République. Alors là, il faut faire très attention. Alors, on termine par la dernière question. Beaucoup de questions me viennent à l'esprit, Maître Soufré. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux après les propos tenus par le chef de l'État aux États-Unis, qualifiant ceux qui dirigeaient les régimes passés d'être... il a utilisé des mots un peu durs. Et il y a des réactions. On a suivi Tunda Kassinda, Madame Oleka, beaucoup d'autres qui pensaient que c'est Kagame qui dirigeait absolument ces pays. Comment avez-vous analysé tout ce qui s'est dit autour de Paul Kagame aujourd'hui, qui veut à tout prix réaliser son plan sur notre pays? Bon, d'abord, autour du propos du président aux États-Unis, ceux-là qui s'agitent
Il s'agit au nom d'un raccordement frauduleux. Non, s'il vous plaît. C'était à Lingala. S'il vous plaît. maître. Pardon? C'était en Lingala. Tout le monde, peut-être la compréhension, peut-être en français, c'est dur. Non, mais maintenant, que diriez-vous à Joseph Kabila lorsqu'il traitait les autres des chiens en utilisant l'expression les chiens aboient, la caravane passe. Mais qui est le chien? Ok. Qui est les chiens? C'est un raccordement frauduleux. Le président Tshisekedi a utilisé une figure de style. Ça ne demande pas le fait d'aller à l'université pour comprendre qu'il s'agit d'une figure de style, d'une expression qui voudrait tout simplement dire qu'on a placé un pantin à la tête du pays. Quelqu'un qui était manipulé, quelqu'un qui travaillait au service du Rwanda. C'est comme ça que ça voudrait tout simplement dire. C'est un raccordement frauduleux. Vous savez, même quand le président était allé aux États-Unis pour regarder le match, encourager les léopards, vous savez pourquoi ces gens n'ont pas augmenté le volume de leur bruit après le match? C'est parce que les léopards a fait plaisir à la population congolaise. Si on avait perdu ces matchs, ces gens allaient vilipender le président Tshisekedi. Il a laissé Ebola. Ah ben voilà. Voilà, il a amené la poisse à l'équipe nationale. Oh voilà. Il ne parle pas parce que l'équipe nationale a fait une bonne prestation. Parce que nous avons tenu contre le Portugal. Parce que nous n'avons pas été battus. C'est comme ça qu'ils se sont tus. Mais si on avait perdu ces matchs, pendant que Tshisekedi était aux États-Unis, vous allez voir les opposants faire des émissions. Encore une fois, c'est des raccordements frauduleux. Maître, J'aime le mental, l'attitude, l'état d'esprit du président Tshisekedi. apparemment, il est tranquille, il est Non, il est rassuré. avant-gardiste. C'est quelqu'un qui prend de risques pour son pays. On a toujours l'impression. Tshisekedi savait. Quand il prend la parole, apparemment, Il savait. Il n'a peur de personne. Vous savez, quand Tshisekedi partait aux États-Unis pour encourager les léopards, le président Tshisekedi savait qu'il y aurait des critiques et des critiques sévères sur lui par rapport à son voyage aux États-Unis. Il savait. Mais pour son pays, pour le drapeau national, pour son équipe, pour ces jeunes gens qui portent l'honneur de toute une nation, il a pris le risque d'y aller. Malgré les insultes, les attaques, les invectives. C'est pour cela que j'apprécie et j'aime l'état d'esprit du président Tshisekedi. Qui les rassure de tout ce qu'il dit? On sent. On se pose toujours la question. Qui est derrière lui, apparemment? Non, mais c'est lui qui est derrière le président Tshisekedi, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. Il porte la destinée des 100 millions de Congolais. Il porte le fardeau d'un peuple qui a sombré dans un bourbier de désespoir pendant plus d'une décennie. D'un peuple misérable. Un peuple pauvre. Mais au cœur d'un pays qui régorge le plus grande richesse du monde. Est-ce que mettre peut-être un mot par rapport à ces matchs qui va se jouer ce matin? Cédric Bakambu n'a pas de mandat. Il a une mission. Cédric Bakambu qu'on a crié, d'ailleurs il y a des Congolais qui demandent Je qu'ils vous ne commencent dis, pas les matchs. Cédric Bakambu n'a pas de mandat. Il a une mission de marquer le but. Vous constatez cette mission à quel niveau? Parce que jusque-là, il n'a pas prouvé de quoi il est capable. Non, écoutez. Cédric Bakambu, c'est un joueur de haute qualité. Si quelqu'un considère Cédric Bakambu en regardant ses différentes prestations comme un mauvais joueur, c'est que celui-là n'a pas joué au football. C'est un joueur participatif, c'est un neuf exceptionnel. Il fait le recul, il est défensif, il trouve le ballon, il crée des occasions. Maintenant, on veut qu'il ait une bonne finition pour concrétiser ses actions dans le filet de l'équipe adverse. Si on se dit il n'a pas de mandat, il a une mission de marquer le but. Très bien. Et je crois beaucoup à notre équipe. C'est pour une première fois de voir l'équipe nationale dans une cohésion de système de jeu solide. Ces jeunes gens-là vont surprendre le monde. Très bien. Je crois à mon pays et je donne à mon pays.
Très bien. Est-ce que, Maître Manix, vous avez quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit jusqu'ici parce qu'on termine? Aimons le pays. Travaillons pour ce pays. Aidons ce pays à aller de l'avant. Et aux politiques, surtout ceux qui sont avec le président Tshisekedi, je leur dirai d'être clairs et sincères envers le président. Le président vous a tout donné. En contrepartie, rendez l'ascenseur à celui qui vous a honoré par une ordonnance. Il a fait de vous des hommes et femmes riches. Vous bénéficiez de tout le privilège de l'État, le protocole d'État, la notoriété publique. Vous avez de la réputation, vous avez les fonctions. Et après, travaillez aussi. S'il vous plaît. C'est ça le mot de la fin que je pouvais adresser. Merci beaucoup, Maître Manix Yenda. C'est à moi de vous dire merci. Ministre de la parole, acteur politique. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, je vous laisse suivre ces magazines qui nous viennent du Haut-Katanga après la tournée du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazimé-Choula, sur la sensibilisation liée aux réformes initiées par les chefs de l'État. Je vous retrouve après cet élément. Merci. Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République.